Alors, on va continuer ce soir sur qu'est-ce qui fait que le discours analytique reste toujours quelque chose de nouveau. Puisque c'est ça la question qui importe, c'est même la seule question. Ça veut dire qu'il non seulement il est apparu à un certain moment, ça c'est une chose, mais dans l'exercice de la pratique, de l'expérience du transfert, dans ce sens-là, je crois qu'on peut parler effectivement de son lien avec l'expérience artistique. Le discours analytique, alors j'insiste bien, comme le propose Lacan, il s'agit du discours, il ne s'agit pas de parler de la psychanalyse, autre chose, c'est-à-dire du lien social qui existe dans une expérience particulière qui est celle du transfert. C'est-à-dire celle d'un certain type de savoir qui peut apparaître. Donc c'est ça. Et d'emblée, on en arrive à poser la question suivante: à partir de quand, dans l'histoire, le savoir est interrogé? On peut dire que les premières questions concernant le savoir apparaissent à peu près, c'est comme ça qu'on a appris, apparaissent avec Descartes. Et que va se développer effectivement une conception rationnelle du savoir, qui va mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont constituer ce qu'on va appeler le discours scientifique, à entendre au sens du discours de la science, non seulement au sens habituel du terme de la science, mais au sens où quelque chose se mesure, s'évalue, s'enseigne, puisque finalement le discours scientifique a pour caractéristique d'être enseignable. Ça suppose donc qu'il ne peut pas être quelque chose qui prend en compte la particularité de chaque être parlant, tout simplement. C'est pas possible, puisqu'il est enseignable. Il va donc s'agir de développer quelque chose qui convienne, on va dire, pour tous, par définition. Donc, d'emblée, ça pose des questions, là, qui sont... Alors, on est tous passés par là, de par nos études, hein, bien sûr. Et sans doute, on ne savait pas ce que je viens de soulever. C'est vrai qu'on pensait que les études de psychologie allaient pouvoir nous aider à connaître, voilà la dimension du connaître, où déjà on peut repérer dans ce mot-là une connotation sexuelle qui dépasse ce qu'on appelle habituellement la dimension évidemment de la sexualité, on va y revenir. Donc apparaît il y a 3-4 siècles, cette dimension d'un discours scientifique articulé au qu'est-ce que le savoir. Et vous voyez que dans le mot, dans la langue française, savoir, il y a cette dimension du voir. C'est évidemment tout à fait important et va se développer quelque chose qui va tourner autour de l'observation. On trouve ça en médecine, on trouve ça en physique, on trouve ça... Et en fait, cette observation, c'est quoi? C'est l'opsis des Grecs. L'opsis, c'est donc le fait de voir. C'est donc quelque chose qui va se développer, qui va apporter toutes sortes de connaissances. Connaître, connaissance, c'est la même perspective. Ce qui est en jeu, en fait, dans ce développement-là, c'est le discours analytique qui va pouvoir le développer. Alors le discours analytique apparaît avec Freud. Freud ne l'a pas nommé comme tel, il va parler des données de la psychanalyse,
Vous savez qu'il va décrire une théorie, c'est-à-dire c'est quoi? C'est sa façon à lui de penser. Une théorie, c'est la façon dont un penseur décrit quelque chose. Ça ne veut pas dire du tout que ça soit quelque chose de tout à fait vrai. C'est une conception qui consiste à un moment donné à décrire quelque chose. Théoria, on retrouve aussi la dimension du voir, un mot théoria. Et quelque chose comme ça s'élabore donc, et alors, effectivement, tout est articulé d'une façon ou d'une autre, avec cet arrière-plan de l'opsis grec ou du moré géométrico, c'est-à-dire du plan. On décrit ce qu'on voit, que ce soit sur le plan, derrière le plan, devant le plan, mais il y a toujours quelque chose qui est mesurable. Pour ceux qui travaillent, évidemment, surtout dans certains contextes, vous savez l'importance qu'a pris actuellement et que prend de plus en plus l'évaluable, le mesurable. C'est quelque chose qui tend à cette universalité de la connaissance. On pourra même définir des protocoles pour traiter, pas du tout quelqu'un, pour traiter une maladie. C'est comme ça que les choses sont définies. Et ça ne veut pas dire du tout que c'est forcément à côté, mais enfin, c'est important de se rendre compte de la façon dont les choses se développent. Et ce que j'ai déjà dit, c'est qu'effectivement, il faut laisser aller le discours scientifique à sa propre logique. Il ne faut pas demander au discours scientifique de fonctionner autrement. Il fonctionne dans un certain cadre, et tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là, il le considère comme n'ayant pas beaucoup de valeur. Par exemple, pensez à tout ce qui, à l'opposition habituelle, radicale, toujours la même. Si vous voyez deux personnes discuter, par exemple, quelqu'un qui pratique l'occultisme, un scientifique, c'est des discussions sans fin, parce qu'effectivement, ils ne sont pas dans le même champ. Il n'est pas du tout question de vouloir faire rentrer la science dans l'occulte et de faire rentrer l'occulte dans la science, c'est deux champs différents. Bon. Est-ce que la psychanalyse a à voir avec ça? Est-ce que la psychanalyse a à voir avec l'occultisme? C'est une question qui s'est posée à Freud. Et c'est une grande question de Jung, par exemple, qui était pris dans cette dimension-là. Et il en résulte que ça touche, vous voyez, par ce biais-là, ça touche à quelque chose qui est le fait que il importe de préciser ce qu'il peut y avoir à la fois comme limite au discours scientifique. Et vous allez voir que le discours scientifique, ça va nous permettre de parler bien autre chose que de la science, dans cette dimension où on mesure, où on évalue. Freud aborde cette question-là, je ne sais plus dans quel chapitre de la science des rêves, en disant l'inconscient ne calcule ni ne juge. Mais le fait qu'il pose la question sous forme négative, ça veut dire que pour Freud, l'inconscient, peut-être bien, pourrait calculer et pourrait évaluer ce que va souligner Lacan, ce qui est absolument impossible. L'inconscient n'a rien à voir avec tout ce qui peut se penser, se calculer et s'évaluer. C'est autre chose. Alors, nous sommes partis donc sur le fait que la question du savoir commence à apparaître à peu près avec Descartes, pour situer les choses, elle va se développer. Et ce qui va apparaître du fait de ce développement scientifique, progressivement, par le biais de cette mesure, de cette évaluation, de cette description, c'est le fait que quelque chose de l'être parlant, quelque chose de radicalement important, est en souffrance. Est en souffrance. C'est-à-dire qu'il souffre. L'être parlant souffre de quoi? Ce que peut répondre le discours analytique, il souffre du fait que ce qui est en jeu dans le discours analytique, c'est le fait de parler. Le parler, c'est pas la parole. Le parler. C'est-à-dire qu'il y a dans le parler
une jouissance qui va apparaître. Le mot n'est pas encore sorti ce soir. On pourrait dire que ce que les scientifiques ne peuvent pas prendre en compte, les scientifiques, je fais un lapsus, ce que le discours scientifique ne peut pas prendre en compte, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui est incalculable. Et ce qui est incalculable, c'est la dimension de la jouissance. Alors, il faut préciser un peu ce terme-là. C'est pas le sens, c'est pas le plaisir, c'est autre chose. Et cette question est apparue au début du XXe siècle, dans la rencontre entre Einstein et Freud. Warum Krieg? Toutes les explications de Freud sont tout à fait intéressantes, mais en fait, ce qui est en jeu, ce qui fait que une armée, finalement, va gagner, on pourrait dire, c'est le fait que ceux qui constituent cette armée, qui sont au commandement, qui obéissent, ils n'ont pas à réfléchir, qui obéissent au commandement on va dire, de ce qu'on appelle nous le S1, c'est-à-dire du chef, ils jouiraient plutôt de mourir. Alors ceux-là, ils sont meilleurs que les autres, c'est évident. Voilà. Donc celui qui effectivement ne peut pas accélérer, ça le conduit à la jouissance autrement que ce que l'on habituellement considère, c'est autre chose. Et cette dimension de la jouissance, si on interroge le savoir, n'est pas prise en compte. Elle n'est pas prise en compte. Je me fais un lapsus, c'est pas elle n'est pas prise, elle n'est pas prise. Vous voyez la dimension du féminin qui apparaît. Pas mon lapsus, c'est pas pour rien. Cette dimension de la jouissance a à voir avec quelque chose qui relève du féminin. On aura aussi à dire un mot là-dessus ce soir. On en a déjà parlé, parce qu'évidemment le féminin, c'est pas la répartition de l'état civil. Pourquoi? Alors, ça nous ramène à notre question, qu'est-ce que le savoir? Il y a tout ce qu'on vient de dire du côté du discours scientifique, au sens large. Et vous voyez, tel que je l'aborde là, à savoir du côté du mesurable, de l'évaluable, c'est quoi? C'est aussi le discours universitaire, c'est le discours du maître, c'est tout pareil. Le discours du maître se développe à partir de quoi? Avec de l'abstraction de la dimension de l'être sexuel, la sexualité. C'est ça qui va être développé progressivement à partir de là. Et pourquoi? Parce que, au sens large, c'est plus compliqué que ça, la sexualité, je pense qu'on pourra aborder à nouveau ça ce soir. La sexualité, c'est ce qui est incalculable, c'est ce qui trouble, c'est ce qui perturbe, et c'est ce qui, justement, ne peut pas rentrer dans des normes. On voit ce qui se passe lorsqu'on veut établir des lois par rapport à ça. Et ça dépasse ce que l'on appelle habituellement la sexualité. Donc, vous voyez, si on veut un peu partir, parce que là, c'est de là que je pars, comme je le disais tout à l'heure, du discours analytique, c'est-à-dire de ce lien social qui existe particulièrement dans cette expérience particulière qui est celle du transfert, et donc dont on peut parler l'analyste, mais aussi l'analysant. C'est ça le lien social entre les deux êtres parlants, en sachant qu'on ne sait jamais bien qui est dans une position ou dans une autre, pour autant que l'un comme l'autre sont des analysants. Et qu'on décentre complètement tout ce qui serait dans une position d'évaluation, de place, de mise en place, qui est dans tout discours. Ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un a à apprendre quelque chose de l'autre, parce qu'il ne s'agit justement pas d'apprendre, il s'agit d'être pris dans quelque chose. L'expérience du transfert, c'est d'être pris par quelque chose, et le sujet est le fait d'être pris. Et c'est ça l'enjeu. Vous voyez que là, on ne peut pas être dans un discours qui évalue, puisque cette prise, cette mise à prix, ça coûte, ça vaut quelque chose, et sans doute ce lien particulier qu'est le discours analytique, si les psychanalystes sont capables de rester dans ce champ-là, eh bien, il remet, on va dire à sa place, tous les discours habituels qui visent ce qu'on appelle en philosophie la dimension de l'être. De l'être, j'en ai déjà parlé, puisque le discours philosophique, c'est un discours sur l'être. On sait que le discours analytique,
justement à prendre en compte cette dimension de l'être, mais surtout à s'en démarquer. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de ne pas le prendre en compte, puisque dès qu'on parle avec des mots, et que je parle, c'est ce que je suis en train de faire, dès que je parle avec des mots, en fait, je parle de quelque chose qui relève du fait que quelque chose est, tout simplement, c'est le verbe être, le fait que nous sommes, là, le fait que l'homme est quelque chose. Donc la dimension de l'être, elle est toujours présente, et vous voyez que c'est à partir du moment où le mot va manquer que va être possible qu'apparaisse autre chose, que l'être. Sauf si à nouveau je me rapproche avec des mots pour m'y retrouver et revenir dedans. Alors ça donne déjà une idée du fait que le fait d'être pris, ce prix, PRIS ou PRX, cette mise à prix, ce coût du savoir, ce que l'on peut dire avec Lacan, c'est Lacan qui est avancé, et qui a beaucoup avancé dans cette perspective-là, c'est lié non pas au sens et au signifié, là on retombe du côté de l'être, c'est lié au fait qu'il y a du signifiant, et du signifiant tel que De Saussure et le Cercle de Prague vont l'aborder, c'est-à-dire en forçant l'arbitraire du signe et en établissant une coupure radicale entre le signifié et le signifiant. Le discours analytique repose sur le fait que le signifiant n'a strictement rien à voir avec le signifié, avec le sens. Le signifiant, ça s'entend. Voilà. C'est tout à fait autre chose. C'est là qu'on peut voir qu'il y a quelque chose, effectivement, comme je l'ai développé la dernière fois, du côté de la voix. Je ne sais pas si j'en dirai un mot ce soir. Il y a quelque chose du côté de la voix qui est en jeu dès qu'un être parlant parle. Parce que si la psychanalyse, l'expérience du transfert, quand même, si ça se fait en parlant, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, et on est tous des penseurs, c'est pas pour le sens qu'il y a dans les mots. Ça, on pourrait dire, ça c'est la psychothérapie, qui peut tout à fait avoir des résultats tout à fait intéressants, pourquoi pas, mais en fait ces résultats, comme l'a montré Freud dans son temps, ça ne dure pas. Parce que les mots, d'une façon ou d'une autre, ont un pouvoir hypnotique, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que les mots, la mise en ordre par les mots, ça renvoie au discours du maître. Et vous sentez bien que dans le mot maître, vous pouvez écrire M', E accent circonflexe, TR. Il y a l'être. Ça vise l'être, et pourtant, ce qui est visé dans le discours du maître, c'est ça le paradoxe. Je vous renvoie aux 4 discours de Lacan, ce qui est visé, c'est le sujet. Et se parler. Voilà. Donc c'est ça un peu le paradoxe de ce qui est en jeu. Alors, je reviens à nouveau. Qu'est-ce que le savoir? J'ai donné un peu on pourrait dire le processus, le mouvement, l'élaboration du savoir, des connaissances. Et puis à un certain moment, et ben voilà, il y en a un, il s'appelle Freud. Il est un peu toqué, c'est-à-dire qu'il se met à écouter des hystériques. Et alors là, pourquoi est-ce qu'il écoute des hystériques, ça? On ne peut pas répondre pourquoi. Bien sûr qu'on peut répondre, toujours. Il y a quelque chose, vous savez que Freud, il peut être médecin, juriste, etc. Et puis un jour, il découvre Goethe, et puis certains textes, etc. Et puis la nature, etc. Et puis il va partir sur la médecine à ce moment-là. Et puis progressivement, la médecine, le laboratoire, tout ça, c'est tout le travail qu'il va faire. Ça ne va pas tellement l'intéresser, et puis progressivement, il va se mettre à écouter, je dirais un peu comme tout le monde, comme chacun d'entre nous, il va se mettre à écouter des gens qui parlent. Et ce qui ne va pas pouvoir penser, mais ce qui va mettre sous les projecteurs, c'est qu'il y a quelque chose, il va le penser comme ce sera vulgarisé, je dirais, mais c'est-à-dire que son dit avec l'importance, effectivement, d'un certain nombre de sens sexuels, c'est-à-dire que finalement, tout a un sens sexuel. Mais ça, c'est pas nouveau. Vous disait Aristote, vous avez déjà trouvé ça, c'est pas nouveau de trouver que tout relève du sexuel. C'est pas du tout nouveau, ça existe. Même si apparemment, ça n'a rien à voir.
ce que Freud va finalement découvrir, c'est le fait qu'on est empêtré là-dedans. Il ne va pas y aller comme ça rapidement, parce que Freud il va être pris par quelque chose qu'il va découvrir un jour dans un rêve, c'est-à-dire de fantasme, de réalisation du fantasme, du côté d'une séduction réelle par le père. Freud il va être pris d'ailleurs toute sa vie par cette histoire du père, c'est qui termine par Moïse, où finalement il rebouche d'une certaine façon ce qu'il a découvert avant. Ce qu'il a découvert avant, c'est les premiers textes, c'est il y a un cristal de la langue, quelque chose qui sonne, et c'est les textes de 1900-1905, les textes canoniques, les textes importants, la science des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne et le mot d'esprit. On peut dire qu'à la fin de sa vie, avec son Moïse, il nous en Moïse. Vous sentez résonner, puis c'est un peu l'oreille, la dimension du moi. Oui, il est comme tout le monde, il défriche et puis de temps en temps il recule. Donc le problème, c'est que tous les dits de Freud sont problématiques parce que je crois qu'on va trouver dans les dits de Freud ce qui nous arrange d'une certaine façon, surtout pour reculer. Lacan, lisant Freud, va bien préciser que premièrement Freud déchiffre, que nous, on a à trouver, et là c'est au un par un, ça peut plus être le discours scientifique dont on parlait tout à l'heure, ça ne s'enseigne pas au sens de l'universalité, on peut quand même en dire quelque chose, c'est ce qu'on essaie d'en faire, de faire, ça ne s'enseigne pas à l'université, j'ai rien contre l'université, mais on parle du discours universitaire, c'est pas du tout dire du mal des universitaires, ça n'a rien à voir, c'est un certain mode de pensée qui existe dans la rue, il n'y a pas besoin d'aller à l'université, je sais bien, c'est notre discours qui compte, par rapport à ça. Eh bien, ce que Freud, en quelque sorte, va découvrir par rapport à ça, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que les êtres parlants se perdent dans le sens sexuel. Comment on pourrait dire ça? Pourquoi? Il ne peut pas dire, qu'on va reprendre ça, parce que toutes les normes sociales qui existent, tous les droits qui sont définis, viennent recouvrir le fait qu'il n'y a pas de normes sexuelles. Alors ça, dire des choses comme ça c'est assez subversif, surtout actuellement, on va absolument répartir, quoi qu'on dise, d'un côté les mâles, les femelles, les mâles parlants, et les femelles parlantes, puis il y aura effectivement ceux qui sont au milieu, mais de toute manière, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, pourquoi on peut dire ça? On peut dire ça à partir du discours analytique. Ça veut dire quoi? Je n'ai encore pas d'histoire. Ça veut dire du fait que le discours analytique, s'il n'est pas quelque chose qui s'observe, qui s'évalue, c'est parce que l'être parlant, la singularité, la particularité de l'être parlant, c'est quoi? C'est le fait qu'il est habité par le langage. Voilà. Dans le langage, le savoir qui est dans le langage, eh bien, est marqué par un trou, un manque de savoir. C'est-à-dire que quand on parle dans cette perspective-là, il apparaît qu'il y a quelque chose qui ne peut pas aller entre deux êtres parlants, notamment entre un être parlant mâle et un être parlant femelle. Ce qui va faire dire effectivement, comme ça, qu'il n'y a pas de rapport sexuel, au sens dont je parle, ça n'empêche pas de baiser, évidemment. Il n'y a pas de rapport sexuel entre, quoi? On peut même, on va dire, entre l'homme et la femme, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi? Parce qu'en regard du langage, il n'y a pas, comme le dit saint Paul, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, on connaît ça depuis un moment, c'est pour ça que dit saint Paul, il y a le fait que nous sommes pris, et revient le mot jouissance, nous sommes pris dans le fait que, sur le plan du discours, il y a tout ce qui va fonctionner du côté du sens, de la signification, du côté de la représentation, du côté de ce qu'on va appeler, Freud a mis beaucoup de temps pour le désigner, la fonction phallique. La fonction phallique qui fonctionne dans, c'est le cas de le dire, dans le fait de parler, et puis
alors c'est ça la découverte du discours analytique. Freud n'a pas pu le dire comme ça. C'est Lacan qui va le dire. Il y a des êtres parlants qui ne sont pas tout dans la fonction phallique. Et c'est ça qu'il va appeler le féminin. Autrement dit, qu'on soit homme ou femme, on a tout à fait le droit de se placer, c'est même comme ça que ça se passe, sous le fonctionnement de la fonction phallique. Et qu'on soit homme, on peut tout à fait être aussi, du fait du langage, c'est ça qu'il y a, du fait du langage, on peut être tout à fait du côté de ce qui n'est pas tout dans la fonction phallique. C'est-à-dire la fonction phallique, c'est le tout, c'est l'universel. Alors, le problème, c'est comment ça marche, cette affaire-là, cette dimension du pas tout, parce que vous voyez, ça passe pas par la parole, le pas tout. Plus exactement, ça passe pas par le corps. Là aussi, je viens de faire un lapsus, ça passe pas par le corps, et c'est pas si évident que ça, hein. Ça passe pas par le corps, ça passe par une sorte de conséquence logique de la parole. Et ça repose la question d'un savoir qui est articulé à la parole. Et la parole, là, c'est pas causer, c'est pas mettre des mots les uns après les autres, c'est dès qu'on met des mots les uns après les autres, en fait, on entre dans quelque chose qui est structuré d'une certaine façon. Et cette dimension de la structure, c'est une certaine façon de parler du langage. Et ça ne peut pas s'observer. Ça ne peut pas se mesurer, ça ne peut pas se calculer. J'insiste bien là-dessus, en plus de Freud. C'est important dans les limites de Freud, justement. Parce qu'autrement, on est infatué complètement à ce qu'il a dit. On en fait un dieu, c'est pas ça. Le problème, c'est de voir jusqu'où Freud a pu aller, et Dieu sait s'il était seul. Lacan, c'est pareil. Dieu sait si ceux qui sont comme ça sont seuls, de toute façon, ils avancent, ils défrichent. Et puis, en défrichant, il faut arriver à déchiffrer quelque chose. Et la langue qui nous fait passer de défricher à déchiffrer. Il faut arriver à déchiffrer quelque chose. L'interprétation, c'est du déchiffrage. C'est ce qui se passe au niveau de la langue. C'est ce devant quoi Saussure recule, parce qu'il est pas psychanalyste, tout simplement. Quand il découvre, dans l'hiver saturnien, il se pose la question, il se rend compte qu'il y a des lettres qui, comme ça, se trouvent à différents endroits, et que ça fait le nom d'un dieu. Il se pose une question qui va l'angoisser terriblement, mais est-ce que c'est intentionnel? Ça n'a rien à voir avec ça. Et il s'arrête. Il met ça dans un tiroir. Il ne veut surtout pas toucher à ça. Et bien c'est ça la découverte de la psychanalyse. C'est que les lettres comme ça qui passent, qui changent de place dans un mot, et bien c'est ça l'important. J'appelle les anagrammes. Donc, il y a ce cristal de la langue, ce quelque chose qui sonne, qui s'entend, et qui est au cœur, et qu'on peut faire à partir de ce moment-là une sorte de jonction entre ce cristal de la langue qui sonne. Si vous lisez Lacan, par exemple, vous allez comprendre que c'est que le cristal de la langue. Vous savez qu'on ne comprend pas grand-chose. Par contre, ça sonne. Il y a quelque chose qui passe, c'est ça que ça veut dire. Et donc il y a quelque chose d'une sorte de voix qui est toujours présente, la voix au sens de l'objet, cause du désir, tel qu'il la définit, c'est-à-dire, comme il le dit quand il fait son séminaire, la voix, ça peut être justement ça, la scansion avec laquelle ce que je vous dis, je vous le raconte. C'est pas le sonore. Il faut du sonore, mais c'est pas le sonore, c'est autre chose. Et donc, il importe que on arrive un peu à différencier, c'est-à-dire à différencier. Ça ne veut pas dire déprécier, différencier. Ça veut dire un petit peu se repérer. Le psychanalyste, il n'est pas là pour apprécier, pour juger. Il est là pour un petit peu
il en sait un peu plus que celui qui vient lui parler sur ce que je suis en train de vous dire, sur la dimension du savoir. On appelle ça, il a fait une analyse, hein. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire du tout qu'il explique tout avec des données psychanalytiques. Parce que alors là, on retourne dans la science, hein, les connaissances. Les connaissances, c'est la science. C'est le discours. Ce qui va faire dire à Lacan, c'est le fantasme. C'est le fantasme. Il faudrait définir un peu ça. Évidemment, le fantasme, c'est la réalité. Oui, on est dans cette perspective-là, tout à fait, voilà, des choses qu'il faudrait un peu plus définir, mais c'est pour un peu comme ça poser un certain nombre de choses, et que ce qui est en jeu, finalement, chez chacun d'entre nous, c'est que, en parlant, le fait de parler, bien sûr, ça va faire retrouver un certain nombre de souvenirs, bien sûr, mais il y a quelque chose qui va apparaître progressivement. Je crois que c'est une des trouvailles du discours analytique. C'est le fait qu'il y a dans le parler cette dimension de la jouissance. Alors je vais m'arrêter là-dessus, mais je vais encore dire quelque chose, parce qu'il faut que j'arrive à dire un mot sur cette histoire de prix, de mise à prix, de savoir, ce qui veut dire que, du fait qu'il y a ce qui n'est pas tout, c'est-à-dire cet être sexué. Vous voyez que là on sort des signes de la sexualité qui sont sur le corps, ce qui fait différencier un homme et une femme, qui sont en général d'ailleurs des caractères secondaires. Les caractères primaires, hein, c'est la Bloch-Ellis qui définit ça à la fin du 19e, caractères primaires, secondaires, tertiaires. Caractères primaires, en gros, c'est ceux de la reproduction, qu'ils soient visibles ou invisibles. Les caractères secondaires, ben, ça va être tout ce qu'on peut voir, les seins, ce qu'on voit habituellement, ce qui nous permet de différencier un homme et une femme. La voix, j'essaie de vous dire que la voix, c'est pas cette voix-là qui nous intéresse, même si quand même elle n'est pas étrangère. Et puis ce qui développe comme caractère tertiaire, c'est tout à fait dans un développement de discours scientifique, d'évaluation, ce qu'il va appeler les comportements. Eh bien, je reviens là. Ces êtres sexuels qui s'isolent dans ce pas-tout dans la fonction phallique. Et par exemple, pour un peu illustrer ça, hein, les mystiques et les gens de la croix, est tout à fait dans cette logique-là. Bien montrer que ce n'est pas lié à ce qu'on appelle le sexe mâle et le sexe femelle, au sens de ce qu'on voit. C'est autre chose. Hein. Eh bien, ces êtres sexués, est-ce qu'ils s'isolent cet être sexué qui s'isole et qui ne passe pas par le corps, c'est ce que je viens de dire, mais par une conséquence logique de la parole. Et cette logique de la parole, c'est quoi? C'est le fait que les corps sont torturés, je vais écouter quelqu'un parler, hein, sont torturés par le fait qu'ils sont sous la dépendance de quelque chose qui les dépasse, le langage. Et cette dimension du langage exige que l'on va appeler le un par un, c'est-à-dire le une par une, le particulier, le singulier, ce qui doit se jouer dans le transfert. Et ceci, c'est là-dessus que je m'arrêtais, ceci arrive parfois, peut arriver, c'est une rencontre particulière, je crois que c'est ce qu'on peut appeler l'amour, je ne parle pas des sentiments, évidemment, autre chose, quand cette jouissance de l'autre, grand A, c'est compliqué, dont on est séparé, on ne peut pas du tout cette jouissance de l'autre, on ne peut pas du tout la maîtriser, elle nous échappe complètement, c'est celle de l'autre sexe au sens où c'est pas du tout l'autre sexe tel qu'on en parle habituellement dans l'état civil, c'est autre chose. Cet autre sexe dont on est séparé, il peut arriver, c'est la dimension du contagion et du possible, pour ceux qui se souviennent, Lacan distingue le nécessaire, ce qui ne cesse pas de s'écrire, donc le blablabla habituel, je dirais tout simplement,
qui recouvre quelque chose qui est impossible, et il peut arriver que quelque chose cesse de ne pas s'écrire. Ça, c'est la contingence. Et c'est ce moment particulier qu'un être parlant peut rencontrer, où, je le dis comme ça, je ne sais pas si c'est comme ça, cette fonction du pas-tout en lui peut entendre la dimension du signifiant, c'est-à-dire l'autre qui s'incarne. Et ça, quand ça a lieu, ça change quelque chose dans le destin de quelqu'un. Quand ça a lieu. Bon, c'est pour ça qu'on est proche de la musique, c'est pour ça que la voix est quelque chose d'important aussi, la voix humaine. Et je vais m'arrêter là-dessus pour ça.